Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Dans l'Ancien Testament, Saint Michel est décrit comme l'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël. Saint Michel est envoyé par Dieu pour garder en chemin et faire parvenir au lieu préparé. Cette mission attribuée par Dieu à l'archange en fait le protecteur du peuple de Dieu, donc le protecteur de l'Église, mais aussi le défenseur des nations. Saint Michel est le saint patron de la France et des parachutistes. Alors, est-ce que cela explique pourquoi il est autant attaqué? En Vendée, au Sable d'Olonne, une statue de Saint-Michel dans le quartier Saint-Michel, élevée sur la place Saint-Michel devant l'église Saint-Michel, va être déboulonnée après une plainte de l'association donc les Libres Penseurs. Cette décision est l'aboutissement d'un long processus judiciaire. En décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes avait donné raison à l'association, mais le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, avait fait appel. Et malheureusement, la semaine dernière, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi en cassation de sa commune. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Baudouin Écoute. Bonjour Baudouin Écoute. Bonjour Quentin. Vous êtes le président de l'association Touche pas à ma statue. Et dans un premier temps, est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire et sur ce qui est reproché donc, à cette statue de Saint-Michel? Alors, cette statue de Saint-Michel a été installée au Sable d'Olonne en 2018. En fait, elle vient d'une école qui a fermé. Il me semble qu'une école éponyme, donc une école Saint-Michel. Et le maire de l'époque a décidé d'installer cette statue de Saint-Michel, comme vous l'avez dit, dans le quartier Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel. Donc, une décision somme toute assez logique. Sauf qu'il a fait l'erreur, aux yeux des libres penseurs, d'inviter un prêtre. D'inviter un prêtre qui a béni cette statue, acte qui n'a aucun fondement légal, mais pourtant ce qui a suffi à faire bondir les libres penseurs et d'attaquer cette statue pour entrave à la loi de 1905. Il y a eu donc plusieurs procès qui ont été donc tous les trois perdus, et aujourd'hui le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, qui pourtant s'était battu courageusement pour la préservation de cette statue, avait notamment demandé l'avis des habitants qui avaient martelé qu'ils voulaient que cette statue reste au Sable d'Olonne. Près de 94% des habitants étaient contre le retrait de cette statue. Et bien aujourd'hui, le combat est donc perdu judiciairement, en tout cas pour l'instant. Oui, parce que donc je veux revenir sur ce 94%, c'est-à-dire que c'est vraiment une décision idéologique, c'est-à-dire que ça ne choque personne au Sable d'Olonne, et même les habitants du Sable d'Olonne sont plutôt fiers de cette statue. C'est ça, en fait, cette décision pose plusieurs problèmes. Elle pose un problème dans le sens où la justice et ces associations laïcardes considèrent que les statues à caractère religieux sont uniquement cultuelles et non pas culturelles. Ils font donc fi de tout un pan historique très important de l'histoire de France, qui est, qu'on le reconnaisse ou non, une histoire chrétienne. Ensuite, elle fait fi tout simplement de la démocratie. C'est un maire élu démocratiquement qui l'a installé, c'est un maire élu démocratiquement qui l'a défendu, et c'est une votation écrasante, digne des scores de Poutine, qui l'a défendu aussi. Donc il faudrait s'alerter aussi sur ces associations qui tirent le jupon de la justice comme un élève tirerait le jupon de sa maîtresse, pour pointer du doigt des petites infractions qui en réalité ne sont seulement illégales mais jamais immorales, et la démocratie est donc piétinée par ces décisions. Oui, et justement, vous faites la distinction donc entre le culturel et le cultuel. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment ça? Parce que c'est évidemment, dans une France chrétienne, enfin, on peut dire post-chrétienne aujourd'hui, en tout cas avec des racines chrétiennes, le culturel peut tout de suite s'apparenter à du cultuel. Alors, à quel moment cette statue de Saint-Michel est devenue un lieu de culte? Est-ce que c'est justement parce qu'elle a été bénie par un prêtre qu'on lui a prêté cette dimension cultuelle? Alors, la dimension cultuelle de la statue, qui la revendique? C'est que de la libre pensée. Pourtant, la religion catholique pourrait la revendiquer, la religion musulmane pourrait la revendiquer, la religion juive pourrait la revendiquer, les parachutistes pourraient la revendiquer. Bref, la figure de Saint-Michel est transpartisane, transreligion, et je pense que tout le monde, même le plus athée qu'il soit, peut être admiratif de cette figure chevalière, cette figure un peu guerrière qu'est Saint-Michel. Alors, ce basculement entre culturel et cultuel, c'est une fleur que pourrait faire la libre pensée à l'Église, dans le sens où elle reconnaît que un certain pan de l'histoire de France, présent dans le petit patrimoine visuel de notre territoire, a attrait à une grande histoire chrétienne qui a marqué la France. Sauf qu'elle ne s'en sert que pour l'attaquer.
Alors pourquoi nous on défend qu'elle est bien culturelle et non pas cultuelle ? Alors tout simplement parce que je ne crois pas qu'il y ait eu de culte à Saint-Michel sur cette place, déjà. Ensuite, la population des Sables d'Olonne, comme la population française en ce moment, est principalement non croyante ou très peu pratiquante, et ce n'est pas une population qui va défendre ses statuts par intérêt religieux. C'est tout simplement qu'elle est attachée à ses valeurs, attachée à ses racines. Aujourd'hui, on peut regarder le nom de village le plus répandu, il me semble que c'est Saint-Martin, Saint-Martin d'Auxigny, Saint-Martin d'Abat, etc. Si on commence à effacer petit à petit, que ça soit par les laïcards ou plus récemment la gauche qu'on appelle woke, effacer tous ces pans d'histoire-là, eh bien on va se retrouver sans racines et on va se retrouver très bête, privé de beaucoup de leçons du passé. Une dépossession, enfin ça fait partie de la dépossession globale. Mais vous en avez parlé dans le droit, donc depuis la loi de 1905, normalement, nous n'avons pas à installer des statues religieuses à partir de 1905. C'est ce que dit la libre pensée. Et aujourd'hui, cette statue de Saint-Michel, elle a été installée après la loi de 1905, au milieu donc de cette place. Est-ce que vous pouvez comprendre que finalement la libre pensée ne fait que respecter la loi ? Alors, déjà, sur cette statue de Saint-Michel, il n'y a pas ni de croix, ni de symbole épiscopal, etc., qui pourrait indiquer que c'est un monument principalement religieux. Encore une fois, on peut le rappeler, Saint-Michel, même s'il porte le nom saint, c'est une figure donc, angélique de la Bible, certes, mais encore une fois, trans-religion, trans-partisane, etc. Mais en plus de cela, on peut constater que les figures historiques de France sont majoritairement marquées par la chrétienté. On ne va pas commencer à enlever les statues de Louis IX sous prétexte que c'est Saint Louis. Et aujourd'hui, beaucoup même de personnages historiques à l'heure actuelle, Mère Teresa, l'abbé Pierre, ou que sais-je encore, Jean-Paul II comme à Ploërmel, ils ont fait enlever une statue de Jean-Paul II à Ploërmel, eh bien, sont des personnages historiques, à proprement parler, mais à caractère chrétien. Donc c'est assez flou. Non, je ne pense pas qu'il n'y avait de culte à Jean-Paul II, à Ploërmel, quand la statue a été installée à côté d'un parking. Donc, ils se servent simplement d'un caractère religieux pour pouvoir l'attaquer en justice, parce qu'ils sont empreints d'une profonde haine contre les chrétiens spécifiquement. Oui, c'est ça. On va parler donc c'est de la Fédération de la Libre Pensée, donc qui est à l'initiative de ces actions. Et puis vous en avez parlé notamment d'une action contre une statue donc de Jean-Paul II à Ploërmel. Ils se servent de la laïcité pour déchristianiser la France, en partie. C'est ça. Déjà, la Fédération de la Libre Pensée, il faut savoir que c'est pas nouveau, ça existe depuis très longtemps. C'est vraiment, ils ravivent des vieux combats de 1905. Les nostalgiques, c'est eux, ce n'est pas nous. Nous, on veut simplement préserver nos racines, et eux veulent faire revivre un combat de l'ancien temps. Le problème avec la Fédération de la Libre Pensée, c'est que ce n'est pas dur à trouver leur véritable pensée. On va sur leur site, leur slogan est clair, ni Dieu ni maître, à bas la calotte, vive la sociale. Ils font tout le temps référence à la commune, cette période très sanglante qui a notamment fait beaucoup de victimes dans le clergé. Et ils ravivent sans arrêt cette image un petit peu guerrière de la commune, contre les prêtres, contre l'église. Ils font beaucoup d'attaques contre, donc évidemment, le petit patrimoine chrétien, mais aussi contre des traditions ancrées dans le paysage français, comme le Concordat en Alsace, etc., ou même contre la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, plus récemment. Donc cette fédération de la libre pensée, elle se déclare apolitique, ce qui est absolument risible quand on creuse un petit peu et on regarde qui sont réellement les gens derrière la Fédération de la Libre Pensée. Ils sont principalement à la LFI, ou dans les partis un petit peu plus radicaux, les partis radicaux de gauche, le NPA, etc. Je pense à son président d'honneur, qui était l'ancien grand maître du Grand Orient de France, ou encore plusieurs de leurs cadres qui étaient le chef du service d'ordre de Jean-Luc Mélenchon, etc. C'est une volonté donc réellement politique. Derrière, ce n'est pas seulement une simple association de vieux profs qui veulent faire respecter une loi. Non, il y a vraiment une volonté assumée de la part de la Fédération de la Libre Pensée d'effacer petit à petit tout ce qui fait notre culture.
Et vous dites, c'est marrant, que ce sont notamment de vieux profs, mais c'est vrai que quand on voit l'association, on se rend compte que ce sont des personnes donc plutôt âgées et donc qui sont épris des années 60 et qui pensent qu'il faut encore déconstruire une France qui est en voie de déchristianisation, mais qu'il faut encore achever. Ça qui est assez drôle, c'est qu'il y a ce côté, c'est un combat assez absurde parce que, entre guillemets, leur combat est en partie déjà gagné. Mais il y a encore des choses à déconstruire en France, il y a encore des choses à déchristianiser. C'est ça, c'est des constructeurs à l'ancienne. Ce n'est que des hommes, ce n'est que des blancs, ce n'est que des vieux. Ils s'appellent tous Jean-Marc, Jean-Mathieu, Jean-Pierre, etc. J'ai rien contre ces prénoms, mais c'est assez significatif. Jean qui est un évangéliste. Jean qui est un évangéliste, porte que des prénoms chrétiens. Et ces personnes-là ont comme seul point commun, à part la haine de l'Église et la haine de la France, eh bien d'être des retraités. Qui ont beaucoup de temps à tuer, des retraités anciens fonctionnaires, pour la plupart, voire pour tous, et donc ils passent leur temps à chercher, faire des gras de papier pour aller chercher un vice de procédure, un vice judiciaire, pour petit à petit enlever la culture chrétienne de notre sol. Et en plus, ce sont des personnes qui ont connu une France chrétienne, une France sûrement des années 60, des années 70, qui ont peut-être même baigné dans un environnement culturel chrétien, mais qui ont été marqués par ça et donc qui veulent l'effacer à tout prix. C'est ça, oui, vraiment, c'est vraiment la gauche à l'ancienne. C'est Pépone de Don Camillo qui part en croisade contre l'Église, une Église qui en fait c'est vraiment tirée contre l'ambulance. Aujourd'hui, je pense pas que le problème soit vraiment l'Église. D'ailleurs, quand certains leur posent malicieusement la question de la laïcité de l'islam, ils bégayent un petit peu, publient des communiqués comme quoi ils ne s'associeront pas avec la droite la plus nauséabonde pour s'attaquer à l'islam. Donc en fait, on se rend compte que la laïcité n'est qu'un prétexte pour camoufler une haine de moins en moins camouflable. Voilà. Et c'est un combat à l'ancienne. C'est drôle parce que donc nous recevons juste après vous Roger Chudeau du Rassemblement National qui a créé une association transpartisane de parlementaires contre le wokisme. Et c'est drôle parce que le wokisme en fait c'est exactement le même combat. C'est-à-dire on déboulonne aussi des statues de Napoléon, on déboulonne des statues donc de personnes qui ont été esclavagistes. Et donc est-ce que c'est une sorte c'est la continuité en fait de cette idéologie laïcarde, c'est-à-dire il faut déconstruire le monde d'après pour un monde nouveau, un monde avec plus d'égalité. C'est ça, en fait, chaque idéologie totalitaire s'est attaquée au statut. On a évidemment la Révolution française qui va casser les visages des statues, on a les guerres de religion qui va brûler les églises, casser les statues encore une fois. On a Vichy qui fait enlever énormément de statues, sauf celles de Jeanne d'Arc, Napoléon, Louis XIV et Saint-Louis, il me semble. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont ces nouveaux penseurs de gauche, ces libres penseurs de gauche et leurs petits-enfants qui viennent... En fait, pas vraiment, on pense que les woke, c'est que les États-Unis, mais la France porte aussi sa responsabilité là-dedans. C'est laïcards portent cette responsabilité là-dedans. Hein, le modus operandi des woke, comme on les appelle, c'est d'aller tirer la jupe de la justice pour pointer du doigt le méchant camarade qui a dit qu'ils étaient gros, qui a dit qu'ils étaient moches, et donc pouvoir répréhender ça judiciairement parlant. En fait, c'est tout à fait la manière d'opérer de la libre pensée. On pourrait penser que dans les 7 familles des déconstructeurs, ça serait le grand-père. Oui, c'est ça. Et puis, il y a toujours l'État qui doit être là, il y a toujours l'État qui doit rendre justice. Donc, c'est aussi une dépendance à l'État. Ce sont des personnes qui sont complètement dépendantes de la loi, qui veulent constamment faire changer la loi. Ni Dieu ni maître, mais le maître, quand même, quand ça nous arrange, quand il peut faire enlever les statues, c'est mieux. Et Baudouin, écoute, donc vous avez écrit cette lettre ouverte aux juridictions pour le maintien de la statue de Saint-Michel. Est-ce que vous pensez qu'elle va porter ses fruits, cette lettre ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ? Vous en avez déjà parlé en partie, mais pourquoi avoir écrit cette lettre ? On rappelle que vous êtes président de l'association, donc Touche pas à ma statue. Alors, cette lettre, comme toutes les actions que nous menons avec Touche pas à ma statue, elle a pour but déjà de montrer que le maillage associatif n'est pas que à gauche. Le maillage associatif pour le patrimoine, il est présent aussi dans la jeunesse de France qui est attachée à ses racines. Ensuite, elle est pour montrer aux prochains maires qui seront attaqués par cette même fédération de la libre pensée que nous les soutenons. Avec nos petits moyens, avec notre faible expérience de jeunes de 21 ans, mais nous les soutenons. Nous sommes derrière eux, quoi qu'il arrive, et
par tous les moyens, même légaux, nous serons derrière eux, quoi qu'il arrive. Ensuite, elle est là pour réveiller un petit peu, même si je pense que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, mais toute cette magistrature, toute cette justice qui n'a rien d'autre à faire que s'occuper de statuts quand on a tant d'histoires sordides en France, et qui s'allie en fait aux vandales de tous bords. Hein. Je vous rappelle que avant-hier, mercredi, il y a eu à Angers une église attaquée avec une dizaine de statues décapitées. Un petit peu avant, à côté d'Angers, à Trélasé, c'était des croix qui étaient tordues. À Paris, récemment, un cocktail Molotov a été lancé sur une église. Et donc cette justice, en prenant ces choix-là, s'allie, malgré eux, consciemment ou inconsciemment, aux vandales. Au vandalisme du temps aussi, hein, parce que il faut voir que les mairies n'ont plus beaucoup de moyens pour à mettre dans leurs vieux monuments, que ce soit des vieilles églises, des vieux ponts, des vieux châteaux, mais aussi aux vandales politiques, comme ceux qui ont tagué la statue de général Leclerc à Pontoise, la statue de Napoléon à Rouen ou à La Roche-sur-Yon, etc. Et quelle va être la jurisprudence de cette affaire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit il y a une statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel devant l'église Saint-Michel, on l'a dit, donc dans le quartier Saint-Michel, donc véritablement s'il y avait tout, soit on change la statue, soit on change tout, soit on change rien. Quelle va être la jurisprudence? C'est-à-dire qu'on va nous dire le nom des villages, on peut changer le nom des villages, on peut changer le nom des rues. Est-ce qu'il y a d'autres statues qui vont être menacées? Quels vont être les critères? C'est-à-dire que quand il y aura une croix, il faudra l'enlever. Quand il n'y aura pas de croix, est-ce que c'est le premier pas vers une déconstruction encore plus aboutie de la France? Bien sûr, je pense que c'est même ce premier pas, il est enclenché depuis pas mal de temps. En fait, j'ai peur qu'il soit même enclenché avant Ploërmel. Et donc, oui, je pense que les autres statues qui ont été installées après 1905, et même, je pense que on va bientôt venir sur des statues qui ont été installées avant 1905, eh bien, elles sont déjà menacées. Je suis certain qu'il y a déjà des petits retraités fonctionnaires de la libre pensée qui sont derrière leur clavier. Alors la chance qu'on ait, c'est qu'ils sont très proches de la mort et ils ne savent très peu utiliser l'informatique. C'est notre seule chance, sinon je pense qu'on aurait encore plus de statues attaquées. Mais oui, il peut y avoir un renouveau avec le wokisme, il peut y avoir une nouvelle génération de déconstructeurs. Bien sûr, on voit d'ailleurs qui réfléchissent à enlever maintenant donc, la statue de Leclerc à Pontoise, ou qu'ils ont réfléchi à enlever la statue de Colbert, etc. Mais voilà, nous touche pas à ma statue, nous serons présents, que ce soit contre les woke, contre les laïcards, ou contre tous les déconstructeurs de tous bords, pour marteler avec force que la jeunesse de France est attachée à ses racines et ne laissera pas tout simplement déconstruire son patrimoine. Baudouin, écoute, donc cette association est toute jeune. Quelles sont vos prochaines actions? Quelles sont les prochaines actions de Touche pas à ma statue? Je vous en dis pas plus, c'est une surprise, mais bientôt à Paris, nous ferons un petit coup d'éclat. Voilà, un petit coup d'éclat pour c'est pour la défense du patrimoine. Vous êtes très attaché à la défense du patrimoine. Tout à fait. Vous pouvez pas nous en dire plus? Non, vous verrez, je vous enverrai quelques images. D'accord. Ça sera l'occasion de me réinviter. Voilà, exactement. Et comment on fait pour soutenir votre association? Vous avez besoin de bénévoles, vous avez besoin de dons, on suppose? Alors, on est une très jeune association, on a besoin de beaucoup de choses. On a besoin de juristes qui s'y connaissent justement en jurisprudence, en tous ces termes techniques que j'ai dû apprendre, que je ne connaissais pas du tout. On a besoin de graphistes. Donc voilà, si vous avez des auditeurs qui veulent nous aider là-dessus, on est évidemment preneur. On a besoin de rédacteurs pour écrire la newsletter, pour nous aider sur corriger les fautes d'orthographe, etc. Et on a besoin évidemment d'argent, puisque protéger quelque chose, monter une association, ça coûte de l'argent, acheter le matériel pour faire des mobilisations, mais aussi à l'avenir prendre partie civile lors des procès. Ça, c'est une volonté très ferme que j'ai pour notre association, puisque on veut prendre part aussi prendre part au combat aussi de manière juridique. Voilà. Et donc vous pouvez nous donner de l'argent via nos réseaux sociaux, vous aurez un lien. Vous pouvez adhérer également pour seulement 10 €. Voilà, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Et c'est à vie en plus, donc c'est incroyable. Et vous avez un site internet et vous êtes présent à Paris aussi? Alors, on est un peu présent partout en France. C'est ça notre force un petit peu, c'est que Touche pas à ma statue, étant donné qu'on est une association assez transpartisane, voilà, c'est assez rassembleur. Touche pas à ma statue, eh bien, on a un maillage militant sur toute la France qui est assez grand. Oui, on est présent presque sur toute la France.
Merci Baudouin. Écoute, on rappelle que vous êtes donc président de l'association Touche pas à ma statue, puis vous reviendrez peut-être après votre coup d'éclat avec grand plaisir à Paris. Merci beaucoup.